fleurs dans les yeux, mais bon, ça c'est le côté vedette, si on ne peut pas faire autrement. Et je voulais remercier aussi 3 personnes que j'oublie toujours de remercier et avec qui le travail ne serait pas aussi efficace et ne serait même pas fait du tout. Je voudrais remercier Colline qui nous fait nos belles affiches et nos jolis programmes que vous avez dans les mains. Sandy qui est notre community manager et qui en ce moment est en train de filmer notre prestation, et puis évidemment Caroline qui s'occupe de toutes les relations pour qu'on puisse avoir une aussi jolie salle que celle-là et les auteurs que nous invitons. Et je vais alors évidemment vous présenter la rentrée littéraire avec 20 livres, je crois que c'est ce qu'on a choisi à peu près, c'est très très compliqué, vous savez bien que chaque fois c'est un peu un crève-cœur, on est obligé d'en laisser, on est en même temps, on a envie de mettre en avant d'autres livres. On ne va pas, comme d'habitude, vous parler que des vedettes, mais il y en a aussi quelques-unes parce qu'on ne peut pas y échapper parce qu'on les aime trop. Mais sachez que nos coups de cœur ne se limitent pas, évidemment, aux 20 livres qu'on vous présente aujourd'hui. On en a beaucoup d'autres à la librairie. Et en plus, depuis qu'on a fait notre programme, on a lu d'autres livres qui nous ont complètement enthousiasmés. Et je vais commencer par Marie-Hélène Lafont. Ceux qui me connaissent depuis quelques années savent combien je respecte, j'admire et j'aime Marie-Hélène Lafont. J'aime la femme qui m'épate totalement et j'aime beaucoup l'auteur. Marie-Hélène Lafont qui ne cesse de creuser son sillon, comme elle le dit elle-même, qui vient de la terre, et c'est important, je suis intimement convaincue que le lieu d'où viennent les écrivains les marque vraiment profondément. On verra ça avec le livre de Miguel Bonnefoy, entre autres. Et elle écrit un roman là que je trouve vraiment très très abouti. Une histoire de secret de famille, une histoire qui s'ancre entre le Cantal, Paris et Aurillac, et c'est très 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 bien. Elle a choisi une construction qui est très compliquée puisqu'elle a choisi une construction qui paraît comme ça complètement aléatoire. Évidemment, elle ne l'est pas. Donc c'est une journée dans une année qui fait tout basculer. Et ces années-là arrivent en apparence pour le lecteur un peu en désordre. Évidemment, ce n'est pas du tout un désordre, c'est un désordre parfaitement contrôlé, maîtrisé. Si vous vous amusez à relire le livre, mais en le mettant bien dans l'ordre, vous allez voir que l'équilibre n'est pas tout à fait le même. Cette histoire de famille qui commence avec un drame, le drame fondateur dans le tout premier chapitre en 1907, en 1907, cette histoire qui est racontée toujours avec Marie-Hélène Lafont, merci, avec une économie de moyens, elle ne fait jamais de très gros livres, hein, une économie de moyens, elle travaille ce qu'elle appelle elle-même à l'os aussi, et évidemment c'est quand on lit que toute l'émotion vous envahit, et que c'est un livre qui vraiment nous habite longtemps, et c'est une histoire absolument formidable. Marie-Hélène Lafont vient le 10 octobre, elle est accompagnée d'un auteur que j'aime beaucoup, que je soutiens aussi de toutes mes forces, dont c'est le 2e livre qui s'appelle Hector Matisse, qui a écrit des choses très percutantes. Avec Hector Matisse, où on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est évident, mais il y a une écriture dans l'urgence, il a un style, il a une voix, il a un ton, et je pense que si Marie-Hélène Lafont, enfin je suis même tout à fait sûre, je n'en ai pas encore parlé avec eux, mais prend Hector Matisse sous son aile, c'est qu'il y a de très très bonnes raisons, parce que c'est une femme et une auteure extrêmement exigeante pour elle-même. Les aléas non directs. D'abord bonsoir, parce que je n'ai pas eu l'occasion de dire bonsoir de vive voix. Je vous présente Mauvaise Herbe de Dima Abdallah chez Sabine Despiseur, qui est un des premiers livres de la rentrée littéraire que j'ai lu en juin et qui m'a beaucoup touchée par son écriture et l'histoire aussi forcément, mais elle a vraiment une écriture très particulière. C'est une auteure d'origine, de langue francophone, et elle a eu le prix du roman envoyé par la poste pour son premier roman, ce qui est quand même remarquable, puisque on s'imagine tous qu'il faut avoir être édité, c'est une histoire de connexion, et en fait, quelquefois il suffit d'envoyer son manuscrit par la poste.
Et donc, mauvaises herbes, ce sont les plantes qui poussent là où elles ne devraient pas. Et les deux personnages qui constituent ce roman représentent ce type de plantes. Ce sont des individus qui sont marginaux, qui sont inadaptés. Et on va donc suivre un père et sa fille dont les voix s'alternent dans le Liban des années 80 en prise à la guerre civile. La première voix, c'est une voix désabusée, inquiète, qui se soucie de savoir ce que va pouvoir devenir sa fille dans cet univers de chaos. D'autant plus que sa fille est d'une lucidité assez incroyable pour son âge. Et donc, on a ce père qui est attentif aux moindres détails concernant son enfant. Et puis, la deuxième voix, c'est la voix de cette petite fille que l'on voit grandir au fur et à mesure et qui décrit l'inconfort dans lequel elle se trouve au milieu de ses camarades de classe ou des gens qui l'entourent et la souffrance qu'elle peut ressentir. Mais elle témoigne aussi de son admiration envers ce père qui est beaucoup plus grand qu'elle et qui a une image de protecteur. Et c'est donc aussi une très belle relation père-fille qu'on va découvrir. Et Dima Abdallah bénéficie d'une langue merveilleuse, subtile, très poétique. Elle y met beaucoup d'images. Et moi, c'est un roman qui dans les premières lectures, m'a vraiment marqué. Et vu le nombre d'ouvrages qu'on lit, commencer par celui-ci et s'en souvenir, c'est qu'elle a une écriture suffisamment forte. Pour preuve, les quelques premières lignes du roman qui m'ont embarqué tout de suite. Beyrouth, 1983. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il sait parfaitement où aller. Et rien qu'avec ces lignes-là, on sent l'admiration et la confiance qu'elle peut avoir vis-à-vis de ce père qui est un écrivain, qui connaît le syndrome de la page blanche et qui a ses rituels, elle connaît tous ses rituels, elle écrit elle-même. Et, enfin, il y a vraiment une intensité dans cette relation qui crée même littéralement une symétrie, d'où l'intérêt de ce livre. Il est vraiment à découvrir. Et alors, a raison, le prix de la Poste, c'est toujours un très très bon prix. La preuve en est, c'est Anne Pauline l'année dernière qui l'a eu et qui après a reçu le prix Inter. Héritage de Miguel Monfoy. Miguel Monfoy, vous avez peut-être lu ses précédents livres, c'est son 3e roman. C'est un vrai bonheur ce livre, c'est un éblouissement, c'est un rayon de soleil, c'est du miel de fleurs de citronnier, c'est absolument divin. C'est très inspiré de son histoire familiale et on remonte en 1880, on n'a pas la date exacte parce qu'elle se perd dans la nuit du temps de l'histoire de cette famille. Dans le Jura, l'ancêtre, puisqu'on ne sait pas son nom non plus, est ruiné par le phylloxéra. Et comme il n'a plus rien à perdre, eh bien, il va partir. Il décide de partir pour les États-Unis. Il a entendu dire qu'en Californie, on avait des nouveaux cépages qui sont plus résistants, donc il tente l'aventure. Et il part avec 3 fois rien, et de toute façon, il n'arrivera jamais en Californie parce qu'il est malade, vraiment très 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 malade dans le bateau, et on débarque à Valparaiso. Alors déjà, Valparaiso, c'est une promesse de magie, et ça va tenir, effectivement, cette promesse va être tenue. Alors comme il ne comprend pas l'espagnol, il a face à lui une douanière. Voilà. Qui lui demande quelque chose qu'il ne comprend pas, et lui croit qu'on lui demande d'où il vient, donc il dit l'os le saunier, et la dame qui ne comprend pas plus ce qu'il lui dit écrit l'os saunier, en fait elle lui demande son nom.
Donc ça va être le début, c'est pour ça que le nom, l'autre, s'est perdu dans la nuit des temps. Et il va fonder cette famille donc en Argentine. Non, c'est pas en Argentine, c'est au Chili, voilà, merci. Et parce que j'ai l'Argentine, je l'ai un peu plus tard. Donc au Chili. Et on va avoir un roman absolument formidable, complètement ensoleillé, qui est très imprégné. Quand je parlais du lieu de naissance, je ne sais pas du tout où est né Miguel Bonnefoy, mais il est porteur de cette histoire aussi. Donc on a ce côté merveilleux, fantastique de la littérature d'Amérique du Sud, et en même temps on a aussi cette écriture, c'est un véritable conteur Bonnefoy. Et on sent dans ce roman qu'il a pris un immense plaisir à l'écrire, c'est évident, et on le sent beaucoup plus à l'aise dans son habit d'écrivain. Et alors évidemment on va arriver jusqu'à la tragédie, parce que on va dans les années 70, ça va être Pinochet, et que le dernier des Montsonniers va faire le chemin exactement inverse de son aïeul, c'est-à-dire que lui va fuir le Chili pour repartir en France, et il va revenir sur la terre de ses ancêtres. Et dans cette famille, il y a une histoire, une légende familiale qui court, qui dit toujours « Si tu viens en France, demande Michel René ». Mais personne ne sait qui est Michel René, et puis personne ne prête vraiment attention. Et bien Michel René, vous aurez la réponse, et Dieu sait si elle est jolie, dans les quelques pages avant la fin du livre. Miguel Bonnefoy vient à la librairie bientôt, et c'est marqué sur un programme. Il est sélection prix Goncourt, donc il est sur la sélection du Goncourt des lycéens. Moi je pense qu'il a quelque chance de l'avoir, en tout cas ça serait bien. Et en tout cas c'est un très très beau livre avec ou sans grande récompense. Il aura la récompense de ses lecteurs. Alors Betty Tiffany McDaniel, c'est traduit de l'américain. Je pense que certains d'entre vous ont dû en entendre parler, parce que les médias l'ont quand même bien mis en avant. À juste titre, je ne suis pas la seule à l'avoir lu à la librairie, nous sommes très nombreux. Sandy l'a lu, je crois que Carmine aussi. Et on est plus d'une dizaine à l'avoir lu et on est tous d'accord. C'est un excellent roman. On a tous pleuré. Certains n'ont pas dit combien de fois, mais on a tous pleuré au moins 6 fois, c'est obligatoire. Mais c'est vraiment une très très belle histoire et qui nous capte dès le départ. Tiffany McDaniel nous raconte l'histoire de sa famille à travers, plus particulièrement, le personnage de sa mère, Betty. L'histoire de cette famille, de cette cellule familiale ils sont 10 personnes, commence par la rencontre plutôt incongrue dans un cimetière de Alka et Lando. Alka est de 10 ans sa cadette et ils se séduisent, et à l'issue de cette nuit dans le cimetière, Alka tombe enceinte et se fait mettre à la porte par son père. Ils commencent donc leur grande pérégrination qui leur fait parcourir toute l'Amérique, et au cours de ces années, ils vont avoir 8 enfants. Lorsque Lint, le dernier enfant, donc le 8e enfant, arrive, il décide de s'installer dans l'Ohio, à Bristol. Commence alors une vie un peu plus équilibrée, un peu plus stable. Et pour Betty et ses frères et sœurs, mais c'est aussi le début de l'entrée à l'école. Et pour Betty, c'est une grande source d'angoisse, puisqu'elle doit faire face à la méchanceté des adultes, mais aussi à leur racisme, et les enfants de la même manière. Donc pour elle, c'est très difficile à vivre, de trouver sa place. C'est une petite fille très sensible, et qui est très à l'écoute. Donc forcément, ce que disent les autres la blesse, et dans sa famille, ça en fait aussi une confidente privilégiée. Elle va découvrir l'intimité de chacun des membres de la famille, et parfois contre son gré, elle détient des secrets familiaux très lourds. C'est un peu Dallas quand même, cette famille. Il n'y aurait pas l'écriture de Tiffany McDaniel, je pense que ça aurait un intérêt tout autre, mais elle traverse des
tragédies incroyables, mais finalement, c'est aussi, elle suit cet adage qui dit ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et voilà, on traverse les tempêtes et les nuits étoilées avec Betty, parce que Betty a aussi la chance d'avoir un père incroyable. Ça fait beaucoup écho à Mauvaise Herbe, puisqu'on parle d'une relation père-fille, mais celle-ci est très forte, puisqu'il lui donne la capacité de croire en son avenir. Et notamment à travers les légendes Cherokee qu'il se fait un devoir de lui transmettre, et aussi par le travail du jardin. Ils ont une relation extrêmement forte, pas fusionnelle, mais en tout cas c'est vraiment un de ses tuteurs et un de ses maîtres pour avancer dans la vie à Betty. C'est une magnifique traduction. L'écriture de Tiffany McDaniel s'embellit au cours du récit, et la plus grande tragédie, c'est de le refermer. Beaucoup d'histoires de famille dans cette rentrée littéraire et beaucoup de secrets, évidemment, ça va souvent de pair. Un premier roman, Les Meurtres de Soi, que j'ai trouvé vraiment formidable. Je ne suis pas tout à fait la seule, il a été très remarqué, il est vendu déjà à l'étranger. Et c'est vraiment un roman qui est extrêmement habile dans la construction, même si elle n'est pas aussi audacieuse que le Marie-Hélène Lafont, mais c'est un premier roman, et franchement, si Adrien Borne persévère dans l'écriture, je pense qu'on a là un écrivain qui peut être vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Cette histoire commence le 9 juin 1936, très exactement, et ce jour-là, Émile monte dans le car pour aller sous les drapeaux, puisqu'il est appelé. Et au moment de partir, sa mère lui remet son livret de famille. Ce livret de famille, il n'a jamais ouvert, on n'a pas vraiment besoin de l'ouvrir quand on est gosse. Et quand il va découvrir ce qu'il y a dedans, évidemment, toutes ses certitudes et sa vie s'écroulent, parce que le nom de son père, si le patronyme est bon, le prénom ne l'est pas. Et pourquoi ? Qui était-ce ? Pourquoi est-ce qu'on lui a caché ça ? Pourquoi est-ce que c'est son oncle finalement qui l'a élevé, qui a épousé sa mère ? Que s'est-il passé ? Alors on n'est pas n'importe où non plus. On est dans une ferme, on est dans une magnanerie. Une magnanerie, c'est une ferme d'élevage de vers à soie. Il n'y en a plus en France, mais à l'époque, dans la Drôme et les Cévennes, il y en avait beaucoup. Puisque les vers à soie ne se nourrissent que de feuilles de mûrier. Et déjà, à la fin de la Première Guerre, même au début de la Première Guerre mondiale, c'était une exploitation qui périclitait en France. Donc on est dans une magnanerie qui est sur le déclin, qui survit comme elle peut. Évidemment, ce climat économique joue beaucoup sur l'ambiance familiale. Et l'ambiance familiale, elle est vraiment pas triste. Et la mère fondatrice, c'est-à-dire la grand-mère qui tient tout son monde là, comme ça, sous sa coupe, est une personnalité très très dure, au mal dans tous les sens du terme. Et d'où vient ce secret ? Pourquoi ce secret ? Évidemment, tout remonte à la guerre de 14, quand le père d'Émile part à la guerre et il ne va pas en revenir. Et sa mère va épouser tout simplement son oncle, comme ça se faisait beaucoup, comme ça s'est beaucoup fait en tout cas, avec toutes les tragédies et les secrets que ça peut engendrer dans une famille. Et on va avoir cette histoire-là. C'est absolument vraiment très très bien fait, c'est très très émouvant aussi. Il évite le pathos, il évite l'histoire trop simple. Et si vous regardez bien le bandeau, quand vous le regarderez, vous verrez que c'est une photo de famille avec les fameux cocons dans des je ne sais pas comment on appelle ça exactement, dans leur nid de branchage. Et il y a une photo, la photo d'un homme, le visage d'un homme qui a été brûlé. Alors je ne sais pas si c'est la photo de la famille d'Adrien Borne, mais ça n'a aucune importance. En tout cas, la photo est très bien trouvée pour le livre. On sort un peu des histoires de famille, c'est plutôt une
histoire dans l'histoire. Les graciers de Kiran Millwood Hargrave, chez Robert Laffont, c'est traduit de l'anglais. On est au XVIIe siècle, en Norvège, époque sous laquelle Christian IV, qui est le roi de Norvège, souhaite asseoir son autorité. Ce qui est assez difficile sur ce territoire, parce qu'il y a certains territoires de la Norvège, notamment dans le nord-est, sont beaucoup plus sauvages et donc beaucoup plus difficiles à maîtriser. Et d'autant plus qu'il y a énormément de Samis, les peuples autochtones du nord-est, qui pratiquent le chamanisme et qui n'ont pas du tout l'intention de se soumettre à l'autorité du roi. Pour atteindre son objectif, le roi va s'inspirer du traité démonologie qui a été édité par le roi d'Écosse. Un traité qui en gros est une chasse aux sorcières. Et pour l'appliquer, il va envoyer des délégués. Il envoie notamment le délégué Cordet à Vardo en 1619, qui va à la rencontre de la population. Il est accompagné de sa jeune épouse, qu'il a trouvée littéralement sur la route. Je ne grossis pas le trait, puisqu'il cherchait un bateau pour partir de Bergen à Vardo. Et quand il a rencontré l'armateur, il lui a demandé s'il ne connaissait pas une jeune femme à marier, et l'armateur lui a vendu sa fille. Il l'a vraiment trouvé sur la route. Donc, ces deux personnages arrivent sur l'île de Vardo, qui est bien différente de la vie en ville à l'époque, et où Ursa, donc cette jeune épouse, va découvrir ce qu'est de vivre sur une île, loin de sa famille, première fois qu'elle quitte sa famille, et donc elle est complètement déstabilisée face à cette situation. Heureusement, elle va se lier d'amitié avec Maren, qui est une insulaire, et Maren va lui transmettre les rudiments de la vie domestique, et puis aussi partager, la soutenir, partager sa vie. Et en échange, un échange tacite, Ursa, elle, va lui communiquer les informations qu'elle obtient de son mari, puisqu'elle est vraiment dans les secrets politiques. Et ces informations vont permettre à Maren d'essayer de sauver sa famille, qui est menacée par les nouvelles lois qui sont éditées par le roi. Et c'est d'autant plus particulier sur cette île que les femmes ont dû adopter des mœurs bien différentes de celles qui sont acceptées, qui sont dans la norme de l'époque, puisque une grande partie des hommes de l'île ont été tués lors d'une très grande tempête. Il a donc fallu que ces femmes survivent comme elles le pouvaient, et elles ont donc été à la pêche, été à la chasse, et pour les autorités, ça n'est pas acceptable. Donc une chasse aux sorcières commence. On est plongé dans un récit extrêmement haletant, d'autant plus que, en ce qui me concerne, l'histoire de la Norvège, je ne la connaissais pas forcément. C'est inspiré de faits réels, ça s'est vraiment produit à Vardo, tout ce que Kiran Millwood Hargrave raconte. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir comment ce roman a été créé, puisque c'est suite à un voyage en Norvège, elle a vu le monument qui a été fait par Louise Bourgois, et qui rendait hommage aux morts de cette époque. Et c'est très bien construit, chronologiquement parlant, on suit très bien. Juste un conseil, si vous plongez dans ce livre-là, commencez par la fin. Parce qu'il y a des notes historiques à la fin, et qui me semblent indispensables pour ne pas se poser de questions inutiles. Et donc c'est juste une page recto verso, mais il faut commencer par là pour pouvoir bien se plonger dedans et suivre ces deux personnages, en particulier d'Ursa et Maren, qui nous permettent de plonger dans une histoire où l'obscurantisme religieux est dénoncé et peuvent amener ces objectifs
de pouvoir peuvent parfois souvent amener à des pratiques meurtrières. Un roman qui est dans la série, il est sélectionné pour le Renaudot Essai. Alors, est-ce un essai, est-ce un roman? Maintenant, c'est très poreux, très flou. Il est rangé en littérature, il est sorti en littérature pour l'éditeur, qui, entre guillemets, fait une rentrée formidable, avec un autre livre qui s'appelle Le livre Maria de Julia Carminon, qui est vraiment, je ne vais pas vous présenter, mais qui est une merveille. Et un premier roman, 5 dans tes yeux, d'Adrien Belz, qui se passe à Marseille. Voilà, qui est très remarqué aussi. Pour en revenir à notre livre, livre de David Le Bailly, c'est absolument épatant. C'est vraiment une enquête formidable. Alors là, des questions, on s'en pose beaucoup. Et la première est, qu'est-ce qu'a donc fait ce garçon pour tomber ainsi dans l'oubli et surtout être rejeté, omis, répudié, oublié par sa propre famille? Ce garçon s'appelle Frédéric Rimbaud et c'est le frère d'Arthur. C'était le frère aîné d'Arthur. Alors là, je ne peux pas vous le montrer, vous ne le verriez pas, mais vous regarderez dans le livre. La première photo, quand on ouvre le livre, la première page, c'est la photo de Frédéric et d'Arthur le jour de leur communion. Ils sont très proches, ils se ressemblent beaucoup, ils n'ont qu'un an de différence, et ce sont deux gosses qui sont vraiment fusionnels. Il faut dire aussi qu'ils sont élevés par une mère qui est assez terrifiante, mais vraiment épouvantable. Vitalie Rimbaud, on en a déjà entendu parler dans plusieurs biographies. On sait que ce n'était pas une tendre, mais c'était encore bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et Frédéric a disparu totalement. Si vous regardez, quand vous regarderez la dernière photo, qui est la photo qui est connue, qui est la même, sauf que Frédéric a été rayé, carrément gommé de la photo, par Isabelle, leur sœur cadette. Isabelle, qui elle aussi était la digne fille de sa mère, qui était vraiment une forte personnalité et pas des plus sympathiques, même si c'est elle qui a aidé Arthur, elle l'a accompagné dans la mort, puisque la mère ne s'est pas déplacée pour des raisons qu'on découvre et qui sont assez minables. Mais Isabelle a eu un rôle épouvantable dans la vie de Frédéric, et c'est elle qui a construit avec son mari vraiment la légende rimbaldienne, totalement construite. Alors, qui était Frédéric? Alors, David Le Bailly, lui, apprend l'existence de ce frère que 95% des gens ignorent, en écoutant Pierre Michon sur France Culture parler de son livre Rimbaud le fils, et qui dit, en substance, en fait, je voulais écrire sur Frédéric, mais je n'ai pas réussi. Alors, pas réussi à la Pierre Michon, très, très mesuré tout ça. Et donc, l'auteur se dit, mais qui donc était Frédéric Rimbaud? Et il va commencer à chercher. Et ce qu'il va trouver est vraiment incroyable, digne d'un roman de Balzac, véritablement. C'est formidable. Alors, qu'avait fait ce pauvre Frédéric? Je sens que là, vous me posez vraiment de sérieuses questions. Eh bien, Frédéric n'avait rien fait. Absolument rien. Frédéric, c'était un garçon normal, si je puis dire, enfin comme tout le monde, gentil, sans aucune ambition spéciale. Qui en fait a déplu à sa mère parce que d'abord il rentre dans l'armée et comme leur père qui avait déserté le foyer et que Vitalie Rimbaud évidemment n'avait jamais pardonné. Et alors déjà c'est pas un bon point pour lui. Et puis quand l'armée ne lui convient pas vraiment, il revient dans la vie civile et là il se fait cocher, autrement dit chauffeur de taxi aujourd'hui. Et là pour Madame Rimbaud-Mère, socialement c'est absolument impossible. Et puis le pauvre garçon en rajoute, puisqu'il tombe amoureux d'une fille, une jeune femme tout à fait charmante, mais voilà pas qu'elle est simple servante, même si l'auberge appartient à ses parents. C'est pas non plus un hôtel absolument sensationnel. Et Madame Rimbaud va empêcher son fils, qui était majeur, et à l'époque on en avait le droit, de se marier. Il va intenter 3 procès à sa mère. Et l'histoire va continuer comme ça, absolument épouvantable, même après la mort de la mère. Je vous dis, Isabelle ne va pas lui faire de cadeau. Et David Le Bailly va retrouver les descendants de Frédéric, puisque c'est le seul à avoir eu des enfants. Arthur n'en a pas eu. Isabelle est morte de sans descendance. Et Frédéric a eu 3 enfants. Et même l'histoire de ses enfants est vraiment pathétique. Et quand il va retrouver les descendants, eh bien, il va retrouver des gens qui ignoraient totalement qu'ils descendaient d'Arthur. Donc, même au-delà de la tombe, le pauvre Frédéric subit une malédiction familiale absolument épouvantable. Il n'est même pas enterré non plus, ça aurait été trop simple, il n'est pas enterré à Charleville-Mézières avec la famille. David Le Bailly l'a cherché longtemps, il a retrouvé sa tombe,
Et voilà, cette histoire est racontée comme un policier presque. C'est passionnant. Alors, il n'est pas question du tout de déboulonner la statue du poète. Hein. Il pas du tout, il ne touche pas, absolument pas à l'Arthur le poète. Mais l'Arthur homme prend un petit peu quand même des petits coups derrière les oreilles parce que il écrit des lettres qui sont épouvantables, qui sont citées. Il parle de son frère Frédéric comme étant un crétin total, un imbécile parfait. Et voilà. Et en plus, évidemment, David de Bailly, étant fils unique, se pose évidemment des questions face à la fratrie, etc. Donc, c'est très très bien. Passionnant. Les garçons de l'amour de Ghazi Rabiabi, chez Serge Safran, c'est traduit de l'iranien. Ghazi Rabiabi, c'est un auteur considéré plus ou moins comme dissident en Iran. Il a notamment été incarcéré pour ses écrits. Et, dans ce texte, il dénonce les tabous de l'homosexualité et de la pédérastie en Iran. Son texte a été bloqué pendant un certain temps par les censeurs iraniens et il est considéré comme une provocation. Parce que Ghazi Rabiabi utilise deux personnages d'hommes, Jamil et Naji. Jamil écrit un texte à l'intention de Naji, qui est son premier amour. Et il nous raconte leur histoire, en fait. Jamil, c'est un jeune homme qui a la chance de vivre dans une famille plutôt aisée, d'autant plus qu'il a d'autant plus de chance que c'est le seul garçon au milieu de 14 filles. Et donc, en Iran, être un garçon, c'est déjà un privilège, et lui suit une scolarité régulière, donc il est encore plus privilégié. Son père a des grands projets pour lui, il souhaiterait que Jamil devienne son assistant quand ses projets politiques ont été mis en place. Seulement Jamil, il a d'autres ambitions pour lui-même, il souhaiterait devenir danseur. Et il s'éloigne de plus en plus de sa famille, ou du moins du cadre qu'il souhaiterait imposer à Jamil, puisque Jamil est à l'âge où on commence à ne plus le considérer comme un enfant, mais comme un homme. Et il y a plein de choses qu'on finit par lui interdire, qui pour lui lui paraît complètement incompréhensible. Et sa distance va s'accroître le jour où il va rencontrer Naji au bord du fleuve, et ils vont se lier d'amitié. Une amitié qui, bien évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, va se transformer en relation plus intime, ce qui est totalement réprouvé par sa famille, et réprouvé à tel point qu'ils vont mettre en danger la vie de Jamil et Naji, qui vont devoir prendre la fuite dans une ville un peu plus grande, trouver du travail. Ils trouvent notamment du travail dans une porcherie chez un Arménien catholique. Ce qui au départ est une bonne chose puisqu'ils travaillent bien, ils sont bien installés et la situation se stabilise. Mais les événements politiques dans cet Iran des années 80 vont les mettre en danger. La population se soulève pour mettre en place un autre gouvernement et puis il y a énormément d'agression des catholiques, et donc eux se trouvent en danger. Ils vont devoir donc partir et à plusieurs reprises en visant toujours l'Eldorado européen. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée parce que les personnages d'abord sont très bien dessinés, que contrairement à ce qu'on dit, le pouvoir iranien, c'est un livre écrit avec énormément de pudeur. C'est un sujet qui, pour ma part, peut quelquefois, selon la manière dont c'est abordé, peut quelquefois me déranger. Et là, j'ai trouvé qu'avec toute l'honnêteté et c'est sans faux semblant. Mais en attendant, il y a beaucoup de pudeur quand il parle des relations que peuvent entretenir Jamil et Naji, mais aussi des pratiques que peuvent avoir les hommes en particulier envers des jeunes enfants.
ça n'est pas il n'y a pas de cruauté particulière, mais c'est vraiment un roman qui fait réfléchir sur ce sujet. Et il est aussi extrêmement bien construit dans le domaine historico-politique. On comprend énormément de choses. Donc pour moi, c'est un roman qui me semble indispensable à lire pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui pour les Iraniens. Un livre qui m'a vraiment enchantée, Nevermind de Gwenaëlle Robert, c'est son 3e livre aussi, 3e roman. Elle nous avait déjà ravis il y a 2 ans avec l'histoire de Charlotte Corday. On sent qu'elle est vraiment de plus en plus, elle aussi, les 3e romans sont toujours un moment très important pour les écrivains parce que vraiment ils se lâchent, ça y est, ils ont trouvé leur légitimité, ils sont bien dans leur écriture et c'est exactement le cas de Gwenaëlle Robert. Nous sommes le 24 décembre 1800 à Paris, à 8h du soir. Le premier consul Bonaparte quitte les Tuileries avec son épouse, sa belle-fille et un de ses frères, et ils vont se diriger vers l'opéra. Et puis, rue Saint-Nicaise, une bombe explose qui va faire vraiment beaucoup de blessés, pas mal de morts, des dégâts matériels énormes puisque les villas, les maisons, les immeubles vont s'écrouler dans la rue Saint-Nicaise. Et si cet attentat-là avait réussi, évidemment, l'histoire de France en eût été complètement différente. Bonaparte est parfaitement indemne, il est de très mauvaise humeur, très contrarié. Déjà, l'ambiance dans le carrosse n'était pas non plus absolument chaleureuse. Joséphine était agacée parce qu'elle n'avait pas trouvé ses gants. Bonaparte, lui, aller à l'opéra, ça le fatigue déjà d'avance, ça l'ennuie prodigieusement. Hortense, la fille de Joséphine, fait une tête phénoménale parce qu'on lui a demandé d'épouser le frère de son beau-père et qu'elle le trouve d'une niaiserie totale. Et le pauvre garçon qui est à côté, lui, il ne sait pas quoi faire dans toute cette ambiance. De toute façon, ça va être réglé puisque, évidemment, l'attentat va remettre un peu les choses d'aplomb dans leur tête. Et ils iront quand même à l'opéra. Et ce qui est intéressant, c'est toute l'enquête qui va être menée autour de cet attentat et évidemment autour des gens qui ont fait l'attentat. Alors au départ, Napoléon est convaincu que ce sont les Jacobins. Fouché, lui, est convaincu que ce sont les royalistes, et c'est lui qui a raison, puisque l'attentat, c'est Kadouda, chef des armées royalistes, qui a demandé à 3 de ses lieutenants, et pas des moindres, de venir kidnapper Napoléon, Bonaparte décidément, et de le tuer. Et on va voir l'histoire du seul qui va échapper à la police de Fouché, ce qui est déjà une prouesse, parce que la police de Fouché, c'est un peu comme les services secrets israéliens aujourd'hui. Vous ne passiez pas entre les mailles. Et on va voir l'histoire de Joseph de Limoléan, qui est un breton, dont le château se trouve pas très loin d'ici, et qui donc va, à cause de qui l'attentat va échouer. Ça va se jouer évidemment à presque rien. Et ce garçon va fuir évidemment la police de Fouché. Pour ça, il va s'embarquer pour les États-Unis. Il va devenir prêtre. Il va créer une congrégation qui existe toujours. Et on va avoir toute son histoire. C'est passionnant parce qu'on a aussi toutes les coulisses de ce qui se passait à ce moment-là, tous les enjeux politiques qui sont énormes. Et c'est vraiment passionnant. Elle a écrit ça de façon merveilleuse. C'est à la fois drôle. C'est un roman. Elle le dit bien au départ, mais en tous les faits, tous les personnages ont véritablement existé. Elle a pris quelques libertés, c'est tout à fait son droit, mais c'est tellement bien fait. Et par moments, c'est vraiment drôle, c'est vraiment passionnant. Et c'est un livre que je ne peux que vous conseiller de lire après avoir lu Le Chaboté de Patrick Rambaud, qui se passe exactement 5 ans avant, au moment où on vient chercher un petit général corse qui a un nom pas possible, Napoléon et Bonaparte, qui parle un français avec un accent incroyable, qui a des cheveux tout raides, il n'est pas très grand, il n'est pas très beau, ici il n'est pas toujours très propre non plus. On se dit que cet homme-là, on va en faire, il va redresser un peu la France parce que c'est le chaos quand même, et puis après on va s'arranger avec lui. On pioche, parce que à la fin du livre, il va franciser son nom, il va signer Bonaparte et non plus Bonaparte. Quelques années plus tard, il se fera sacrer Napoléon Ier. Et puis évidemment, alors ça c'est jubilatoire, c'est aussi jubilatoire l'un que l'autre, c'est absolument extraordinaire. Et puis évidemment,
l'extraordinaire biographie de Fouché par Stéphane Zweig. Fouché qui n'était vraiment pas le dernier des personnages intéressants de l'histoire. Et vraiment, avec ces trois-là, je vous garantis que vous passerez un week-end formidable. Garantie, promis. Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet chez Actes Sud. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de rythme. Et il nous plonge au sein de la grande organisation européenne qui souhaite trouver une solution pour le problème écologique. Il va donc, en tout cas les instances européennes vont donc mettre en place une grande commission, le CICC, une commission internationale du changement climatique. Et à sa tête, ils vont aller chercher Adam Tobias, qui est un chercheur à la retraite, connu et reconnu pour ses projets plutôt pour son inventivité et puis son travail de recherche qu'il a fait autour de la géographie, mais aussi dans plein de domaines différents. Adam Tobias prend donc la tête de cette commission, est en charge de nommer des experts qui vont devoir parcourir la planète en se rendant sur des points stratégiques pour analyser ces endroits et en tirer des conclusions qu'ils remonteront au réseau Télémac, réseau sur lequel ils communiquent, et peut-être trouveront-ils une solution. On va suivre 5 de ces experts qui, même au péril de leur vie, vont aller chercher les informations. Alors il y a Mia Casal, qui est une anthropologue post-punk, qui elle va se rendre au Cambodge le long d'un pipeline où ils veulent envoyer du pétrole et elle doit aller étudier tout ça. June qui va l'accompagner, une fille un peu à la Lisbeth Salander, un peu en marge, qui a pas du tout envie de participer au projet mais contre son gré va devoir y aller. Arthur Bailly, lui, qui est un photoreporter et qu'on va suivre dans son enquête, et Nathan Régnier, lui, qui est un passionné de photosynthèse, qui se focalise sur une plante en particulier, qui est celle qui capte le mieux l'énergie solaire, et il va donc essayer de comprendre comment fait cette plante pour pouvoir reproduire son mécanisme. Et donc on suit tous ces individus aux 4 coins du monde sur un rythme effréné, et des individus qui vont réaliser une fois leur mission accomplie que le projet officiel est bien différent que le projet officieux mené par Adam Tobias. Parce qu'Adam Tobias, en fait, on se rend compte petit à petit que c'est un savant fou qui a vraiment à cœur de sauver la planète et qui va tendre vers des moyens plutôt controversés. Et c'est un roman passionnant avec des personnages qui finissent par nous tenir vraiment à cœur. On s'inquiète pour eux. On comprend aussi beaucoup de choses sur le capitalisme et le lien qu'il peut y avoir avec le pétrole, ce qui a pu se passer historiquement parlant. Et je m'y suis autant plu que certaines séries qu'on peut regarder sur Arte, où il y a un fond socio-économique et où on suit quand même les personnages qui sont assez charismatiques. Je vais aller assez vite sur le Lola Lafont parce que vous l'avez beaucoup entendu, beaucoup écouté sur les radios et les télévisions, à juste titre. Je tenais à ce qu'il soit là parce que j'ai trouvé que c'était un roman absolument formidable, que j'espère véritablement qu'elle aura un grand prix, moi je pense au concours des lycéens, parce que c'est un livre essentiel aussi. Vous savez tous de quoi ça parle, la manipulation de ces petites jeunes filles et le sentiment de culpabilité qui va les habiter quelques années plus tard, puisqu'elles ont été prises dans un réseau absolument sordide dans les années 70 et que 20 ans plus tard, il faudra vivre avec.
Et il y a de très très belles pages sur la danse, sur le corps, sur ces danseuses qui sont toutes, les danseuses de revue j'entends, qui sont toutes interchangeables en apparence comme ça, et à qui elle rend vraiment chair et corps et âme. C'est vraiment un livre passionnant, c'est fait avec des chapitres très courts, ça se lit très 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 vite. Moi je l'ai lu en une après-midi, je ne pouvais absolument pas le lâcher, et j'ai été vraiment très très marquée par ce livre, et voilà, à faire lire absolument à toutes les adolescentes et les adolescents bien sûr, pas que bien évidemment, mais vraiment parce que c'est malheureusement, même si la façon d'aborder les jeunes gens ont changé, les requins et les méchants existent toujours. Synthétique. Le livre d'Amérique de Mireille Gagné aux éditions La Peuplade. Alors Mireille Gagné, elle est canadienne. J'aime bien les choses un peu décalées, et notamment à travers l'écriture. Et là, Mireille Gagné nous fait découvrir l'intimité d'une femme. Elle doit avoir une trentaine, une quarantaine d'années. Et elle s'appelle Diane. On va la suivre sur 3 temps, sur 3 périodes de sa vie, et à chacune de ces périodes correspond une manière d'écrire. La première temporalité qu'elle nous fait découvrir nous décontenance, elle nous perd parce qu'on ne sait pas vraiment où on est. Diane semble tout aussi perdue que nous, et on comprend qu'il y a une mystérieuse histoire d'intervention médicale. On ne saura pas de quoi il s'agit, mais quoi qu'il en soit, il y a une intervention médicale, et au fur et à mesure du récit, on va découvrir que cette intervention est faite pour la rendre plus productive, plus efficace. Et puis, le deuxième chapitre, ça prendra toujours cet ordre-là, on découvre Diane, adolescente, sur une île, et elle fait la rencontre d'un jeune homme, Eugène, avec qui elle va découvrir l'île, la faune, la flore, et aussi ses premiers émois. On est plongé dans la nature, et c'est des chapitres où on se sent beaucoup plus à l'aise, la vie est présente. Et puis il y a une troisième temporalité où Diane, on la voit avant l'opération. Et c'est étonnant, ce sont des chapitres où on est essoufflé. On n'en peut plus tellement il y a une accumulation d'actions. Elle veut être performante, c'est une femme active, ça en devient étouffant. Et son seul moyen d'être plus productive qu'elle ne le pouvait, c'est cette opération. Et donc au fur et à mesure, le champ se rétrécit et la nature vient reprendre ses droits. C'est vraiment... La Peuplade déjà est une maison d'édition que j'aime bien. Ils font beaucoup de romans psychologiques, des romans d'atmosphère. Et celui-ci m'a plus particulièrement touchée parce qu'elle sait jouer avec... Mireille Gagné sait vraiment jouer avec l'écriture et la vie de cette femme. Un autre ovni que j'ai adoré. C'est le livre qui m'a, de la rentrée littéraire, le plus bluffé. Parce que je trouve qu'il est d'une habileté, d'une intelligence, d'une astuce absolument extraordinaire, que Hervé Le Tellier est un des as de l'Oulipo dont il fait partie. Il faisait partie de l'équipe des Papous dans la tête, si vous écoutiez cette émission culte sur France Culture, que c'est évidemment pas son premier livre, mais je trouve de tout ce que j'ai lu d'Hervé Le Tellier, c'est celui qui vraiment m'enchante totalement. C'est un livre qui est inracontable, mais je vais quand même essayer pour vous appâter un petit peu, parce qu'il est... On ne peut pas dire trop, parce qu'on dévoile tout. En même temps, qu'est-ce qu'on peut dévoiler, parce qu'on ne comprend pas tout non plus. Mais si je dis ça, vous allez vous dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous sort là, c'est hardcore, tout. Mais pas du tout, c'est génial, c'est génial. Et ça commence de façon très classique. On a une série de portraits de personnages dans lesquels on entre dans la vie, à un moment clé de leur vie. Évidemment, sinon il n'y aurait pas de quoi écrire un roman. Alors le premier, comme Hervé Le Tellier est très très malin, le premier c'est un tueur à gages. Donc on va la voir qui va s'installer dans notre petit cerveau et on va se dire, ce type-là, il faut que je ne perde pas de vue, ça va être lui, si nous le mettons en premier, ça va être lui qui va être le fil conducteur du tout roman. Pas forcément. Ensuite, on va avoir un chanteur nigérian, une pop star nigériane qui a un lourd secret mais qui ne peut pas partager.
une avocate très très ambitieuse, un couple qui est vraiment dans des difficultés amoureuses, un GI et sa famille, lui revient de je ne sais quel combat et il est très très chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Un écrivain qui pourrait ressembler à M. Hervé Le Tellier, les passages ce moment-là en particulier sont vraiment très drôles. Et tous ces gens-là, à la fin de leur portrait, reçoivent une visite très étonnante, qui vivent en France, aux États-Unis ou au Niger. Ça n'a aucune importance. Et ça commence à nous intriguer, le premier, le deuxième, le troisième. On se dit, mais bon sang, mais qu'ont-ils donc ces gens-là? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi quelqu'un de très étrange vient les chercher? Et puis, on se rend compte très vite que tous ces gens-là ont un point commun, qui n'est pas le tueur à gages, c'est qu'ils ont pris le même avion entre Paris et New York. C'est un livre en 3 parties. Et la deuxième partie, c'est là où ça commence à devenir très très intéressant, c'est qu'on retrouve tous nos personnages, je dévoile un tout petit peu, mais il faut bien que je vous donne quelques éléments, à un endroit secret des États-Unis. Tous les prix Nobel de sciences, de physique, etc. ont été convoqués. Il s'est passé quelque chose dans cet avion. Et la troisième partie, eh ben on retrouve nos personnages. C'est génial. Vous lisez ça comme un polar, ça n'en est pas un. C'est pareil, je l'ai lu, j'avais plein de choses à faire cet après-midi-là. J'étais dans mon transat avec mon livre, je me disais tant pis, je passerai à l'aspirateur après. C'est pas possible. Il faut que je sache, il faut que je comprenne, il faut que je. Ah, il y a des choses qui m'ont totalement échappé. Hein. Mais c'est pas grave. Je me dis que je ne sais pas ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, de ce qui nous, là où il nous promène ou pas. Je m'en fiche, je fonctionne. Et je suis ravie parce que j'ai d'excellents retours. On a plein de très bons retours sur ce livre-là. Et bon sang, si M. Le Tellier décrochait un prix parce qu'il est sur le prix Goncourt, vous en souviendrez. Efface toute trace de François Valéjaux chez Viviane Ami. François Valéjaux, c'est pas son premier roman. Il a même eu un concours, il me semble, pour les Sœurs Brelan, ou Ouest, je sais plus si c'est Ouest ou les Sœurs Brelan. Toujours chez Viviane Ami. Viviane Ami est quelqu'un qui sait accompagner ses auteurs, qui, je pense, donne une vraie force à ce qu'ils peuvent écrire, et on en a la preuve dans Efface toute trace. On est directement inclus dans l'action qui va se passer puisqu'il s'agit d'un rapport d'expert. Alors un rapport d'expert pas non plus totalement officiel, mais et cet expert il a été mandaté par des collectionneurs d'art qui s'inquiètent pour leur vie puisque 2 de leurs membres sont morts dans d'étranges circonstances. Rien ne prouve qu'ils ont été assassinés, mais d'où la nécessité de faire appel à un expert. La police ne s'est pas du tout orientée pour l'instant sur le parcours de collectionneur des deux décédés et ils n'ont pas encore fait le lien. L'expert, lui, va essayer de trouver en quoi il y a un lien. D'autres décès vont avoir lieu et vont le mettre sur la piste d'un jeune artiste qui vient d'être exposé dans une galerie assez renommée pour ses découvertes en art urbain contemporain. Cet artiste, il s'appelle JV et il s'est adressé à la galerie Lorraine Mazani, il s'est adressé à elle pour mettre en place une performance qui consiste chaque semaine à proposer aux acheteurs une copie d'un tableau très connu que l'acquéreur devra détruire. Il y a aussi une réflexion au niveau de l'art. L'expert continue ses recherches, tente de rentrer en lien avec JV, dont il va découvrir petit à petit l'histoire, et qui est bien plus complexe que ce qu'on veut bien voir en surface. C'est un livre extrêmement bien construit, qui se lit un peu comme un roman noir, et qui se pose, qui nous amène à nous interroger sur ce qui fait une œuvre d'art, et puis qui nous fait découvrir aussi, ou découvrir en tout cas, vraiment prendre conscience de la financiarisation de l'art,
ce qui pose vraiment la question de savoir qui détermine qu'une toile, une réalisation est une œuvre d'art. C'est un très très bon roman qui me suit beaucoup plu, au même titre que Le Tellier, on n'a pas envie de le lâcher, parce que cet expert est plutôt téméraire à essayer de rentrer dans un univers qui, à la base, n'est pas du tout sien. Un autre livre étonnant, Avant les diamants, Dominique Maison. Dominique Maison, c'est un écrivain jusque-là qui avait écrit des polars. Là, c'est un roman noir. Alors, si vous aimez les romans noirs, eh bien, vous serez servi. Si vous rêvez d'Hollywood, le grand Hollywood, hein, le Hollywood des années 50, eh bien, là aussi, vous serez servi. Par contre, vos images d'Épinal risquent d'exploser en plein vol. Parce que c'est pas triste du tout. Et là, on entre dans les coulisses des studios de cinéma et c'est pas toujours joli. On est dans le macartisme, on est aussi en guerre de Corée. Le gouvernement américain et en particulier l'armée veulent absolument donner une image du pays absolument lisse, super, très propre, etc. Et pour cela, ils envoient 2 espions voir un peu ce qui se passe dans les studios de cinéma, avoir aussi un œil sur la censure, plus qu'un œil. Et puis, les studios de cinéma, eh bien, il faut beaucoup d'argent pour faire du cinéma. Alors, qui sait qu'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis dans les années 50 ? On se fera que c'est vraiment beaucoup changé, mais on va rester dans les années 50. C'est la mafia. Et la mafia, eh bien, c'est des clans. Et les clans entre eux, c'est un peu comme chien et chat, se supportent pas trop, c'est une question de territoire. Et puis on a aussi les ligues de vertu qui veulent avoir un œil là-dessus. Et dans tout ce marasme comme ça, politico, espionnage, etc., eh ben, vous avez des acteurs et des actrices, alors des pauvres petites jeunes filles et pauvres petits jeunes gens, mais surtout les filles, qui arrivent avec leur plastique absolument extraordinaire, le rêve plein les yeux, les étoiles déjà plein la tête. Et bien, les pauvres petites jeunes femmes, ça va être pour certaines absolument terrible. C'est formidable. C'est d'une méchanceté, non pas ce que l'écriture de Maison, mais ce qu'il décrit, c'est sans concession, c'est vraiment cruel, c'est épouvantable. Et alors, Avant les diamants, pourquoi Avant les diamants ? Parce qu'il y a une hiérarchie. Et lors des grands raouts, eh bien, il y a une scène, et puis il y a l'étape du premier rang, et puis plus vous allez loin, moins vous êtes important. C'est-à-dire que tout à fait au fond de la salle, c'est vraiment les jeunes gens qui viennent d'arriver, qui sont peut-être prometteurs. Et plus vous avancez, plus vous êtes bankable, comme on dit aujourd'hui. Et plus vous êtes au premier rang, et bien vous avez vraiment les diamants. Donc, Avant les diamants, c'est quand vous êtes au fond de la salle. Il y a des scènes assez terribles, mais vraiment terribles. Hein. C'est vraiment, on croise des gens qui ont vraiment existé, en particulier Rod Flynn, mais pas que lui. On croise des gens dont il a sans doute changé les noms. On sent que c'est très très bien documenté. Et l'un parmi vous qui connaît Dominique Maison, comme moi je ne le connaissais pas, me l'a confirmé. C'est très bien documenté. Dominique Maison est un auteur passionné de cinéma et de romans noirs américains. On sent qu'il connaît très bien son sujet. Ça finit comme dans une bande dessinée, dans une espèce de feu d'artifice épouvantable où tout le monde se tire dessus, mais je ne dis pas qui ni pourquoi. Et c'est vraiment formidable. Faut aimer le genre, hein. Mais moi je me suis régalée. On comprend pourquoi la pauvre Marinette, par exemple, n'a pas trop survécu, parce que entre la drogue, l'alcool, le sexe, les amphétamines et j'en passe, plus le rythme qu'on impose, je ne pense pas que ça a tant changé que ça, mais enfin, ça doit être un peu mieux. Enfin, la preuve, ces pauvres actrices, les actrices qui se sont rebellées enfin, mais c'est vraiment terrible. Impossible d'Éric De Luca de chez Gallimard, c'est une traduction d'italien. Alors j'ai eu le plaisir, j'ai ressenti le même plaisir à lire Impossible qu'en lisant Le Poids du papillon. Si certains l'ont lu, Le Poids du papillon, c'est assez spirituel, c'est la confrontation d'un homme en montagne avec un chamois, et c'est toutes les réflexions qui peut lui venir en fait.
c'est un très beau texte, et celui-ci apporte autant de réflexion et celui avec autant de plaisir. C'est un huis clos entre un magistrat et un homme accusé d'un meurtre. Cet homme accusé du meurtre se trouvait en montagne, c'est un habitué de la montagne, il faisait une randonnée. À un moment donné, il s'est senti suivi, puis il a abandonné cette idée, il a continué, et arrivé à une crevasse, au moment où il pensait pouvoir passer un col, il va devoir s'arrêter parce qu'il y a une crevasse, et dans cette crevasse, il découvre un corps. Il appelle donc les secours, et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le bureau du magistrat. Magistrat qui est extrêmement dubitatif quant au fait que cette découverte pour l'accusé soit une coïncidence. Puisque l'homme qui est décédé est un ancien camarade de lutte de la personne accusée, dont on ne sait pas le nom, c'est difficile de... Non seulement c'était le camarade de lutte, mais en plus, puisque c'était des révolutionnaires, mais en plus, c'est celui qui a trahi toute l'équipe. Donc, il semble assez étrange que cette rencontre soit fortuite. Et le magistrat va donc interroger notre homme sur son rapport à la Révolution, son rapport à ses camarades. Et on a deux hommes, tous les deux, qui ont de grandes valeurs et qui finalement se rejoignent pour leur intégrité, qui vont converser converser et réfléchir sur le respect de leurs valeurs. Et c'est en ça que ce texte est extrêmement intéressant parce qu'on a aussi tout ce que comporte le fait de lutter dans les années 70 en Italie et ce que c'est de lutter aujourd'hui, le rapport à l'action collective, le rapport à l'individu. Et c'est en l'espace de quelques pages, vous aurez réfléchi au moins pour 6 mois. Un autre roman historique vraiment formidable, Camille Pascal, La Chambre des Dupes. Il avait publié il y a 2 ans L'été des 4 rois, qui avait eu un très très grand succès. Et là, vraiment, c'est un livre aussi absolument épatant, très très bien écrit, avec des personnages ronds en couleur, c'est plein d'esprit, c'est vraiment là aussi très malin. Tout est vrai dans ce livre, hormis la langue, puisque Camille Pascal a créé une fausse langue 18e. Aujourd'hui, on serait peu nombreux, enfin, vous seriez peu nombreux à pouvoir la lire. Et même les dialogues, puisqu'il est allé les chercher, paraît-il, dans les correspondances qu'il a lues assidûment. Nous sommes au XVIIIe siècle avec Louis XV, Louis XV qui était un très grand amoureux et qui n'a pas eu comme grand amour que la Pompadour. Là, nous sommes avant la Pompadour. Il avait 4 maîtresses, il a eu bien plus de maîtresses que ça, Louis XV, mais il avait comme maîtresse 4 sœurs, les sœurs Naïnel, qui étaient une vieille famille de France. Et le roman s'ouvre au moment où l'une d'entre elles, excusez-moi, j'ai oublié le prénom, meurt en accouchant. Oh, bah écoutez, il en reste 3 autres. Alors, il y en a une qui est devenue dévote auprès de la reine, donc celle-là, on fait une croix dessus, si je puis dire, et il en reste 2 autres. Et donc une en particulier, dont Louis XV est très très amoureux. Mais la belle est une coquette. Elle ne l'aime pas, Louis XV. Elle a son amant auquel elle tient, ce qui est une fantaisie totale dans cette époque-là. Et à la cour, on n'aime pas, ça ne sert à rien. Mais elle l'aime bien, son amant, elle l'aime beaucoup, elle y tient. Et puis le roi, finalement, il est charmant, mais c'est pas non. Et puis elle va le faire languir comme ça, et puis elle va exiger toujours plus de choses. Et quand elle va devenir duchesse, j'ai oublié de quoi, pardon, de Châteauroux, eh bien, ma foi, là, on va s'aimer. Et ça va être une très très belle histoire, parce que tous les deux vont vraiment s'aimer. Et puis Louis XV part en campagne dans les Flandres en 1744, et arrivé à Metz, il tombe très 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 malade. Alors si vous aimez l'histoire de France, cet épisode-là, vous le connaissez, parce que c'est un moment important. Et il est tellement malade, on le soigne avec les moyens du bord, c'est-à-dire en lui faisant 3 ou 4 saignées par jour. Je ne sais pas comment les gens ont survécu, moi, je suis complètement épatée. Et
Et puis l'évêque de Metz, qui fait partie du clan des Dévots, vient le voir et avant de lui donner l'extrême-onction, lui demande de se repentir publiquement de ses péchés, donc de ses péchés de chair. Et le pauvre Louis XV, complètement à l'agonie, n'ayant plus aucune force, va se confesser, va regretter ses péchés et va promettre qu'au cas où Dieu ne le rappellerait pas tout de suite à lui, il ne vivrait plus cette vie-là. Pendant ce temps-là, évidemment, on va faire fuir toute la cour, enfin la garde rapprochée de Louis XV, et en particulier notre duchesse de Châteauroux, qui prend, c'est la seule avec le valet fidèle de Louis XV, à vraiment s'occuper de lui. Et on va la faire partir en lui disant, on se moque d'elle, on dit qu'elle parle à paille au cul, excusez-moi, mais c'est l'expression, pour vous dire l'état dans lequel elle est. Elle est menacée de mort, elle va fuir, et puis Louis XV va reprendre vie. Et là, évidemment, il était tellement moribond, mais il n'a pas oublié. Et c'est très intéressant parce que d'abord, c'est remarquablement bien écrit. On entre vraiment dans toutes les coulisses de pouvoir, parce que la lutte entre les dévots et avec les dévots est très très forte. Et c'est vraiment génial. On lit ça. Alors, la pauvre duchesse de Châteauroux n'aura pas de chance parce qu'elle ne pourra pas jouir de sa reconnaissance et de son retour à la cour, puisque la pauvre va mourir d'une maladie qu'à l'époque on ne savait pas soigner. Et puis le pauvre Louis XV est très malheureux, mais quelle chance la future Madame de Pompadour arrive dans sa vie. C'est vraiment énorme. Camille Pascal est une plume d'un de nos anciens présidents de la République. Il vient de réintégrer plus ou moins le gouvernement, je ne sais pas trop comment, mais je veux dire par là que ça, c'est totalement anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui connaît très très bien les arcanes du pouvoir, et c'est un homme qui sait écrire. Vous êtes mieux avec nous, là, c'est pas le moment de partir. Hein. Vladivostok Circus d'Elisa Chouat du Sapin aux éditions Zoé. On part dans des univers différents, bien que ça s'apparente quand même au cirque aussi, Camille Pascal. Oui, c'en est là. Ouais, c'en est là. C'en est toujours là. Elisa Chouat du Sapin nous parle de Nathalie. Nathalie, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui débarque à Vladivostok pour prendre son poste dans un cirque à l'entre-saison. Nathalie elle est costumière, c'est son premier poste pour un cirque, elle est plus habituée du théâtre ou du cinéma. Et elle arrive donc pour créer les costumes d'un trio à la barre russe qui a pour objectif d'aller à Ulan-Ude, un grand festival de cirque international. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe, elle ne semblait pas vraiment attendue, ce qui amplifie l'impression que c'est une intruse au milieu de cette équipe qui travaille ensemble depuis des années sur leur numéro. Elle essaye donc de se faire le plus discrète possible. Son métier consiste aussi à beaucoup observer pour pouvoir créer les costumes les plus appropriés au numéro, comprendre les corps, les mouvements. Et donc, petit à petit, cette observation va lui permettre d'entrer en contact avec les membres du trio et créer véritablement un lien de confiance qui est indispensable pour que le numéro réussisse. C'est un roman très paisible, avec cette légère tendance à l'étrangeté que s'est instaurée Elisa Chouat du Sapin. Si vous avez lu les livres du Pachinko, vous vous en rappelez peut-être. Elle a un rythme assez lent dans ce qu'elle écrit, mais elle est aussi extrêmement évocatrice. Elle réussit à nous poser un décor. C'est beaucoup de matière, beaucoup d'odeurs. Elle ne travaille pas spécialement la psychologie des personnages, mais plus l'importance des lieux. Et c'est une auteure que j'aime beaucoup suivre parce qu'elle a une délicatesse dans l'écriture, une certaine grâce. Et
Et en plus, elle nous fait découvrir un univers sur lequel on n'écrit pas forcément énormément, l'univers circassien, et que moi j'aime beaucoup. Moi, j'ai terminé avec un livre encore sur l'histoire de famille, mais ceux-là, ils s'entendent bien, ils s'aiment même beaucoup, ils sont heureux ensemble. Et c'est notre narrateur qui a des problèmes. Notre narrateur, parce que, alors vous aviez peut-être lu le discours qui était déjà très très drôle. Broadway, moi, j'ai vraiment éclaté de rire sans arrêt, et vraiment, c'est très réussi. Et notre narrateur, eh bien, tout commence pas très bien pour lui ce jour-là, parce qu'il est convoqué chez le proviseur parce que son fils, qui est adolescent, a dessiné deux de ses professeurs dans une situation extrêmement scabreuse. Alors le dessin, il le trouve plutôt de bonne qualité, nous aussi, donc on voit ce qu'il nous en décrit, et il est d'autant plus fier de son fils, finalement, relativement fier, même s'il n'ose pas le dire, qu'il n'y a pas de faute dans les dialogues, parce qu'en plus, il a inventé ça de bulles. Et puis, bon, sauf que ça pose quand même de sacrés problèmes. Et puis, ce jour-là, en plus, cette semaine-là, rien ne va, puisque les amis avec qui il dînait proposent de partir en vacances ensemble. Mais quelle drôle d'idée de partir en vacances ensemble, et pour en faire quoi en plus? Faire du paddle à Biarritz? Du quoi? Alors, paddle, il ne sait pas ce que c'est, mais il pressent que c'est un cauchemar pour lui. Quand il va voir sur Internet, ça le confirme dans ce qu'il pense. Il dit non, non, c'est pas un grand cauchemar ce truc-là, c'est pas possible. Et puis voilà-t-il pas que pour finir vraiment enfoncer le clou de son désarroi et de ses gros problèmes existentiels, il reçoit la enveloppe bleue de la sécurité sociale pour faire un examen colorectal. Et là, c'est terrible parce qu'il n'a pas 50 ans, il n'en a que 46. Donc il se demande pourquoi la sécurité sociale lui envoie-t-elle ça si tôt, c'est qu'il y a un problème. Et il va se faire un monde de tout, et c'est un livre qui est très très drôle. Moi, ce que j'aime chez Caro, c'est que les gens sont sains, sont gentils, s'aiment, s'apprécient, qu'il n'y a pas de drame, et qu'on est juste avec un personnage à moitié loser, comme on dit aujourd'hui, mais drôle, qui prend un certain décalage vis-à-vis de la vie. Et je me dis que si je pouvais avoir autant d'humour que lui sur tous les problèmes qui m'assaillent, je serais beaucoup plus rigolote. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Et pour finir, mon ovni, Étrange féminin aux éditions du Typhon. Je tenais à présenter d'abord ce livre parce que j'aime bien les éditions du Typhon, qui a une ligne éditoriale extrêmement claire, qui la revendique, puisque littéralement, il s'attache à une littérature qui part du conflit pour tendre lucidement et passionnément vers la vie. Je trouve que c'est une belle ligne éditoriale. Et la collection des hallucinés, ils la veulent traversée par un souffle littéraire puissant et qu'elle soit aux frontières des genres. Contrat respecté, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est d'autant plus exceptionnel qu'ils ont réuni 6 auteurs pour travailler autour de l'étrange féminin. Ce que ça peut être pour elles. Alors, il va être question de séduction, il va être aussi question beaucoup de nature, il va être question d'auteurs dans l'histoire littéraire. Enfin, c'est un livre qui réunit des histoires extrêmement riches, qui fait découvrir aussi des auteurs. On a la chance de découvrir, alors il y a Clara Dupuy-Morancy, qui a fait des documentaires autour des Alpes et qui écrit aussi beaucoup. Il y a Hélène Frappa, que peut-être certains connaissent parce qu'elle a publié chez Actes Sud, mais elle a aussi créé des pièces radiophoniques pour France Culture. Il y a Bérangère Cornu. Alors ceux qui ne connaissent pas ne sont pas venus l'année dernière à la présentation, elles ne m'ont jamais rencontré dans le rayon, parce que je vous l'ai forcément proposé. Bérangère Cornu, elle a écrit De Pierre et d'Os. C'est une femme, j'ai encore été subjuguée, extrêmement marquée par son écrit. Et puis, je ne sais plus, il y a aussi Marie Connet, qui est une traductrice importante aujourd'hui, parce elle a traduit notamment les Métamorphoses d'Ovide aux éditions de l'Ogre. Et il y a Karine Serre, que je ne connaissais pas et qui est quelqu'un à la plume que j'aurais envie de suivre. Et donc, effectivement, ce sont des femmes qui écrivent sur le féminin, mais ça n'est pas une vindicte
n'est pas non plus une dénonciation, mais ce livre, c'est plutôt une célébration de créatrices et qu'il faut découvrir. Voilà, on a apporté les livres. Si vous voulez les acheter, je suis sûre que vous avez envie quand même d'en avoir au moins un ce soir. Donc ils sont là. Il y a aussi le magazine Page. Alors il faut respecter un peu beaucoup d'ailleurs les distances. Mais voilà, si vous avez des questions, on se verra en dehors parce qu'il est déjà 7h30. Merci infiniment pour votre présence et votre attention. Merci.